Bon, avec tout ce qu'on a vu précédemment, nous allons pouvoir réviser un peu notre portrait de Staline. Pendant ces 9 ans, 1936-45, qu'avons-nous appris sur sa politique? Staline a montré une attitude stratégique, il a fait passer la révolution après la géopolitique, c'est ce que tu as dit pour l'Espagne. Oui, on voit bien qu'il ne réfléchit pas que d'après le marxisme-léninisme, il intègre sa révolution dans une stratégie mondiale. Les préoccupations idéologiques existent chez lui, il ne les renie pas, mais il les soumet à sa géopolitique. J'ai envie de dire ce que nous faisons tous pour la plupart, c'est-à-dire que nous essayons d'être à la fois sincères et stratèges. Et Staline, c'est son cas, il est marxiste et stratège. Bon, qu'est-ce qu'on a appris d'autre sur lui? Dans la première vidéo, tu avais dit qu'il avait changé son attitude vis-à-vis du code de la famille, il a interdit l'avortement, tout ça. Un certain pragmatisme sur les questions natalistes est apparu chez lui, progressivement. Effectivement, interdiction de l'avortement en 1936, modification du code de la famille en 1944, si je ne m'abuse. Et par rapport aux religions, il s'est réconcilié, non? Il y a un infléchissement apparent, Staline a assoupli ses relations avec l'Église. Les églises sont laissées en état de fonctionnement. Ça ne veut pas dire que les prêtres emprisonnés vont être libérés. Ça ne veut pas dire non plus qu'un professeur est autorisé à être chrétien ou à être baptisé, ou qu'un administrateur, qu'un bureaucrate du parti peut posséder un évangile dans son tiroir. N'exagérons pas. Tout ceci reste interdit, mais le peuple, lui, peut conserver ses petites croix et ses petites icônes tant qu'il ne fait pas de politique. Quelques réouvertures d'églises sont autorisées par-ci par-là en Russie, et la persécution reste là à ce stade. Elle va revenir plus tard, avec Khrouchtchev, mais pendant la déstalinisation. Dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est un peu plus compliqué. D'abord, il y a des chrétiens catholiques, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en Hongrie, ce qui est plutôt une circonstance aggravante. Les catholiques sont censés être un peu manipulés par le Vatican. Voilà, donc ça n'arrange pas leur cas. Et je blague pas, en 45, en 46, on est en pleine chasse aux fascistes, et donc, les chrétiens, très souvent, peuvent finir avec une balle dans la tête, sous motif de fascisme, lors de la libération, pour peu qu'ils soient un tout petit peu anticommunistes. Ils font donc partie, disons, des victimes collatérales de cette épuration qui a aussi concerné des fascistes purs et durs, évidemment. Alors, les églises sont complètement harcelées, leurs prêtres sont constamment emprisonnés, soumis à des tortures qui les mènent à l'aveu ou à la folie. L'archevêque de Varsovie est emprisonné pendant 3 ans, celui de Prague pendant 12, le primat de Hongrie pendant 7 ans. Pendant la libération, l'évêque hongrois Vilmos Apor a été tué pendant qu'il tentait de protéger des jeunes filles de viol de l'armée rouge. Et pour tous les évêques qui s'étaient également opposés au nazisme dans la période qui a précédé, pour eux, ça va être la double peine. Après, mis à part en Albanie, il n'y a pas d'interdiction officielle de la religion. Le culte est encore organisé. Donc voilà pour l'aspect anti-religieux. Et le culte de la personnalité, t'en penses quoi? C'est nouveau ça, non? Oui, autre chose qui a un petit peu changé pendant ces années-là, c'est le culte de la personnalité. On a beau dire qu'il existait depuis 1929, on voit bien qu'il explose, surtout pendant et après la guerre. Il atteint un pic en 1949, c'était son 70e anniversaire. Moscou a failli être renommé Stalinodar, c'est passé à ça. Le portrait de Staline est partout, il y a des statues partout, des noms de rues, de places, de montagnes, d'usines, d'instituts, de prix scientifiques. Staline est absolument partout, et pour cause, il est désormais l'égal des grands tsars. Il peut se comparer au tsar victorieux, à Alexandre Ier, qui sauva la Russie du désastre en 1812, à Poyarsky, à Kutuzov, et pourquoi pas Ivan le Terrible. Aucune comparaison ne lui fait plus peur, maintenant. Alors, vous allez me dire que c'est complètement contradictoire avec la doctrine marxiste, mais en fait, pas tant que ça, dans la mesure où ce culte, il se fait contre son gré. Et oui, parce que apparemment, si on l'écoute, Staline n'y est pour rien. Il joue les faux modestes. Le bon papa Joseph. Cachez donc ces banderoles que je ne saurais voir. Pas trop fort, les compliments. Je ne suis qu'un camarade, rien de plus. C'est très hypocrite, bien sûr. Mais c'est aussi le signe qu'il a quand même infléchi, comme je disais, son attitude par rapport à la Russie, par rapport au peuple russe. Mais qu'est-ce que le peuple russe a à voir là-dedans ? Il est pas bête, Staline, il a bien compris que depuis toujours, en Russie, les tsars sont adulés par la population. Dans les limites de la victoire. On n'admire jamais un tsar dans la défaite. Nicolas Ier, Nicolas II, ce sont les tsars de la défaite. Personne ne les aime, personne n'ira les défendre. Mais les tsars victorieux, les Ivan le Terrible, les Pierre le Grand, les Alexandre Ier, oui, on les admire, on les vénère. Je suis pas en train de vous dire que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste,
On est en Russie, voilà, les Russes fonctionnent un peu comme ça. Faites tous les traités de doctrine que vous voulez, les Russes sont comme ça. Ils ont le culte du chef assez prompt. Et qui est le tsar victorieux en 1944 ? La réponse va de soi. Ça va vraiment lui refaire une certaine santé populaire, hein, cette histoire. Alors oui, on peut critiquer Staline, on peut le condamner pour tout ce que vous voulez. Mais il a vaincu les nazis. Voilà, c'est tout. Alors, certains disent qu'il l'a vaincu malgré son totalitarisme, parce qu'effectivement, les grandes purges ont décapité son armée, et donc ça n'a pas du tout aidé le pays à les battre. Bon, bref, vous pouvez mettre des mais et des si vous voulez. Il reste que, pour celui qui a vécu l'agression du 22 juin 41, pour celui qui a vu sa maison brûlée par les Allemands, pour celui qui a vu son marché pillé par les Allemands, pour celui qui a vu sa femme violée par un Allemand, eh bien oui, je peux vous dire, Staline, il est le tsar victorieux et vous ne pourrez pas lui enlever ça du crâne. Incontestablement, il a construit une partie de l'histoire russe. Tout ce que je viens d'expliquer pourrait laisser entendre que le culte de la personnalité vient de l'ancien monde, de l'habitude qu'ont les Russes et peut-être les peuples du monde pré-révolutionnaire en général, de vénérer leur chef de guerre. Ce serait une survivance du passé. Ça n'explique pas pourquoi il s'est si facilement répandu dans les pays communistes. Il est devenu une mécanique naturelle, qui a été ensuite importée avec grande facilité dans tous les pays socialistes, aussi bien avec Mao ou Kim en Asie qu'avec Rákosi en Hongrie, Gottwald en Tchécoslovaquie, Tito en Yougoslavie et la plupart des secrétaires de partis communistes du monde. Ces cultes auront grande longévité. On pense évidemment aussi à Ceausescu plus tard, qui deviendra un cas d'école. Après réflexion, je vais vous donner une interprétation personnelle. Je dirais que si le culte de la personnalité a si bien fonctionné dans les suites du marxisme, c'est certainement parce qu'il remplit une fonction de protection en temps de purge pour tous les fonctionnaires qui cherchent à remplir leur mission sans être inquiétés. Mais je vois pas. En quoi vénérer un humain comme un dieu te protège de quoi que ce soit ? Non mais c'est très clair. Quand t'es interrogé dans un procès en pleine purge et qu'on te demande « Que penses-tu, toi, camarade ?» Ben t'as envie de répondre « Ne me demandez pas ce que je pense, je pense comme le chef. » Tout comme il a dit. Voilà, tout pareil. Et là, effectivement, t'as peut-être une chance de pas être fusillé. Le culte est protecteur pour les gens qui ne veulent pas prendre de risques en affichant des opinions. Et dans ce sens, oui, il s'inscrit assez bien dans la logique totalitaire du régime de Staline. Bon, je vais commencer ici par une phrase un peu suspecte, mais que je pense un peu vraie aussi quand même. Staline a délivré l'Europe de l'Est. Dans le dos de délivrance. Bon, il leur a remis une laisse juste après, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt une histoire de contextualisation. Il faut quand même se souvenir que ces pays sont malades. Et je pense tout particulièrement à la Hongrie et à la Roumanie. Malades ? Oui, ils sont malades. Malades de leur passé. Malades de leur alliance avec le nazisme qui les a détruits. Malades de leur compromission, de leur choix idéologique catastrophique, leur compromission avec les croix fléchées, avec les formations politiques fascistes, malades de leurs alliances contre nature, avec des Allemands qui leur ont tout pris, qui ont aspiré leur énergie vitale et qui les ont emportés avec eux dans leur folie. Ce sont des pays qui sont complètement perdus, ils sont déboussolés, ils ne savent plus quoi penser de leur histoire. Ils sont confrontés à l'échec de leur propre nationalisme. Parenthèse, évidemment ce que je dis là vaut surtout pour la Hongrie, l'Allemagne et la Roumanie. Beaucoup moins pour la Pologne ou la Tchéquie. J'en suis bien conscient. Et donc j'ai envie de vous dire, ils sont prêts à admettre la nécessité d'un bon gros coup de serpillière. Ils veulent qu'on les remette sur une voie droite, une voie nouvelle, qui les change de tout ce qu'ils ont pu connaître par le passé. Et tu penses que Staline leur a donné tout ça ? En tout cas, c'est certain, oui, le communisme propose une remise à zéro. Qui pouvait en satisfaire plus d'un ? Sans parler du noyautage par les soviétiques, il est évident, je dis bien évident, que dans ces pays d'Europe de l'Est, les communistes de toute façon étaient très nombreux dans les milieux bourgeois et intellectuels. Et plus la situation est devenue dramatique, catastrophique sous la Seconde Guerre mondiale, plus leur nombre n'a fait au fond qu'augmenter. Et leur idéologie est devenue beaucoup plus autorisée, au moins d'un point de vue des consciences. Et donc en quelque sorte, ils sont assez mûrs pour être asservis par Moscou. Bon, donc ça c'est une chose. Staline va chercher à mettre la main sur tous les pays d'Europe de l'Est, à les considérer comme un des pans de sa robe impérialiste.
mais sans en avoir l'air, en laissant ces pays affirmer qu'ils ont une politique indépendante, en leur laissant un État, une législation, une constitution, des frontières, tout ça en pleine indépendance, en tout cas en indépendance apparente. Il va leur donner un surnom, les démocraties populaires, les démocraties populaires d'Europe de l'Est, et il ne va pas bouger de ce discours mensonger qu'il avait déjà utilisé en 1940 à l'époque du pacte, pour les pays baltes, la Bessarabie, tout ça. Il ne veut jamais apparaître comme un annexeur, mais comme un libérateur. Bon, évidemment, en réalité, Moscou décide tout. On le verra à Budapest en 56, à Prague en 68, en Pologne en 80. Mais voilà, il s'agit de le nier à la face du monde. Et ce mensonge va durer jusqu'en 89. Le moyen utilisé pour la tutelle, ce sont les purges. Il faut donc éliminer tous les adversaires de Staline en Europe de l'Est. Je dirais même plus, toute personne qui est partisan d'une petite ouverture à l'Occident, sans forcément être anticommuniste, toutes ces personnes doivent être jugées par tribunal et poussées aux aveux et exécutées. Staline a deux cibles, les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Les premiers sont des fascistes et les seconds sont des titistes. Comme ça, on a deux arguments en béton pour torturer et tuer qui on veut. On peut rappeler que le régime de parti unique a été implanté en Roumanie, que la Tchécoslovaquie a fait l'objet d'un véritable coup d'État, le coup de Prague, que la Hongrie a été mise sous coupe réglée par ce qu'on appelle souvent la technique du salami, c'est-à-dire celle qui consiste à éjecter l'opposition tranche par tranche, l'une après l'autre. On peut savoir comment est-ce qu'il s'appelle ? Qui ça ? Tous les petits Staline miniatures. Eh bien, Rákosi en Hongrie, Gottwald en Tchécoslovaquie, Ulbricht en Allemagne de l'Est, Bierut en Pologne, Gheorghiu Dej en Roumanie, Dimitrov en Bulgarie, Hoxha en Albanie. Et à tout ça, on peut rajouter effectivement le cas particulier de Tito en Yougoslavie qui n'a pas supporté la tutelle de Moscou et a décidé de mener son propre socialisme de son côté, au prix de grandes purges, lui aussi. Staline va essayer longtemps de le faire assassiner sans y parvenir, et donc Tito a créé une sorte de schisme. Les modalités exactes de l'asservissement de l'Europe orientale peuvent varier selon les pays dont je parle. Je vais ici donner un aperçu de ce à quoi elle a ressemblé, pays par pays. C'est un peu long, mais c'est, je crois, nécessaire pour savoir de quoi on parle. Qu'y a-t-il comme pays en Europe de l'Est ? D'abord l'Allemagne de l'Est, Walter Ulbricht. Ok, l'Allemagne orientale. Vous allez voir, on va donner des petits surnoms à tous ces pays pour essayer de les distinguer les uns des autres. L'Allemagne, on va la surnommer la nation déchue, parce que les Allemands sont déchus de leur grandeur passée qui existait encore en 1944, à en croire les amusements de la bourgeoisie berlinoise. Tous les Allemands, et surtout les hommes, ont été confrontés à la réalité de cette chute. Ce qui reste, je dirais, ce sont les femmes. Les femmes allemandes ? Oui, les femmes. L'Allemagne, comme la Russie, a connu une si forte mortalité masculine que le rapport est de 6 femmes pour 5 hommes dans ce pays, mais en fait beaucoup plus si on compte tous les prisonniers de guerre. Et les hommes sont un peu inactifs, voilà, ils sont vaincus, et quand t'es vaincu, t'as tendance à t'asseoir sur une chaise et attendre ton jugement. Ce sont les femmes allemandes qui s'activent. Elles détestent les soviétiques, évidemment, hein. Oui, traumatisées par les viols, tout ça, j'imagine. Oui, on l'imagine, mais traumatisme ou pas, ce sont elles, avec leurs enfants adolescents, qui véritablement déblayent les ruines et assurent le fonctionnement du pays. Il y a une chose qu'on voit tout de suite, c'est que la population allemande apprécie beaucoup plus l'occupant américain que l'occupant soviétique. La raison est très simple. Les Américains avaient l'air d'apporter grosso modo du sourire, de la danse, des chocolats aux enfants, et puis leur diplomate James Burns essayait de faire laver l'image du pays pour construire un avenir. Tandis que l'armée rouge, elle avait violé les femmes, tué bien des hommes et annonçait d'implacables indemnités de guerre. Oui, mais pardonne-moi, on s'en fiche un peu de ce qu'ils pensent, après tout ce qu'ils ont fait. Oui, j'ai envie de dire, les Allemands, ce sont les vaincus de l'histoire et donc leur opinion importe peu. La question, c'est plutôt de savoir, est-ce que le pays a été correctement dénazifié ? Eh bien justement, on peut continuer cette idée et montrer que cette préférence américaine s'explique aussi parce que la dénazification a été beaucoup plus légère en zone occidentale. Les membres du NSDAP sont très nombreux, il en existe au moins 9 millions à l'Est. Il faut dire que c'est un parti de masse où tu adhérais pas forcément par conviction, mais aussi pour grimper les échelons. Donc des membres du parti nazi, il y en a partout.
Et la dénazification est beaucoup plus grande du côté Est, du côté soviétique, que du côté Ouest. Ainsi, parmi les cadres supérieurs des administrations dans les années qui suivent la guerre, il y a 70% qui sont d'anciens membres du NSDAP dans l'Allemagne de l'Ouest, contre seulement 10% dans l'Allemagne de l'Est. Donc tu vois très bien, la dénazification a été la plus sévère, on le voit par les chiffres. Oui, bon, c'est pas plus mal, hein. Plutôt qu'avoir des Occidentaux qui laissent des anciens nazis diriger le pays, ou qui sont incapables de démanteler les réseaux d'exfiltration, au moins là, on tient une logique. Oui, alors je ne contredis pas ce que tu dis, on peut avoir envie de voir appliquer la loi du vainqueur. Et d'ailleurs nous, comme Français, on n'était pas mécontents de les voir en baver côté Est, et on était un peu perplexes parfois, voire carrément revanchards. Maintenant, la contrepartie est la suivante. Ulbricht mène une dénazification plus sévère, oui, mais aussi plus large, beaucoup plus large. Il se met à dénazifier les sociodémocrates, les conservateurs, les chrétiens, ceux qui parlent trop fort pendant les congrès. En fait, on dénazifie tous les ennemis des soviétiques. C'est ça ce qui se passe. Donc voilà pour le premier point, l'Allemagne de l'Est, c'est un pays en phase de dénazification. Ça ne veut pas dire que tous les adhérents du parti nazi ont été exécutés. Évidemment, faut pas déconner, parce qu'en fait là ça ferait des millions de personnes, mais en tout cas ils ont été complètement évincés des sphères dirigeantes. Deuxième chose qu'il faut comprendre sur l'Allemagne, elle est remplie de réfugiés. Des réfugiés? Comment ça? Toutes les populations germanophones de l'Est ont été rapatriées, ce qui fait une population énorme. Il y a un peu le retour des pieds noirs, mais version allemande. Vous vous souvenez, il y a énormément de populations germanophones dans toute l'Allemagne de l'Est, alors que ce soit les nazis qui ont rapatrié ces populations en désordre vers la fin de la guerre, ou que ce soit les Alliés qui ont décidé le déracinement et le déplacement de ces populations pendant la conférence de Potsdam, parce qu'en fait, ce déplacement, il est nécessaire pour enlever toute revendication allemande en Allemagne de l'Est. Bien quoi qu'il en soit, il est clair pour tous que la colonisation allemande séculaire à l'Est prend fin. Fini l'héritage des Teutoniques en Prusse orientale et dans les pays baltes. Fini les Allemands de la Silésie conquises par Frédéric II. Fini les Sudètes en Tchécoslovaquie. Fini les Allemands de Roumanie et de Hongrie qui vont être internés en Union soviétique et qui vont servir de main-d'œuvre jusqu'à la fin de leur vie. Puis tu avais parlé aussi des Allemands de la mer Noire et les Allemands de la Volga qui ont été déportés. Bien sûr, il y a les déportations ethniques, il y a la grande terreur de Tito qui s'abat sur les Allemands de Slavonie. Quoi qu'il en soit de tous ces déplacements, il y a également un rapatriement immense, un gradient très très fort de Silésie, Poméranie, Sudète, Pays-Baltes vers l'Allemagne. Ces populations qui arrivent complètement démunies sur un territoire nouveau, elles savent pas trop où se loger. Il va falloir les réintégrer, les faire travailler à la reconstruction, ce qui n'est pas chose aisée. Il y a aussi un second gradient de déplacement de population qui est, là vous le comprenez fort bien, la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Ils vont chercher la belle vie du monde occidental. La vie à l'Ouest est effectivement beaucoup plus libre, beaucoup moins pesante. On n'a pas la Stasi sur le dos à chaque fois qu'on postule dans un syndicat. Bref, au niveau de la vie quotidienne, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique pour un Allemand de vivre en Allemagne de l'Ouest. Donc nouveau gradient, et on voit bien que dans ce contexte, il peut naître une véritable rivalité soviéto-américaine. Les différences sont énormes entre les zones d'occupation soviétiques et les trois autres. L'unification et la tutelle sur les partis de gouvernement, la soviétisation des groupes économiques, tout ça échauffe pas mal les autres zones, qui décident d'ailleurs de fusionner. Et cette crise, elle atteint un point culminant en 1948 avec le blocus de Berlin. Et face à tout ça, en 1952, Ulbricht décide de mettre des barbelés sur le rideau de fer. Les deux Allemagnes sont enfin séparées pour de bon. Voilà pour l'Allemagne, qui était confrontée donc au défi de changement de population et de la séparation. On se fait pas trop de soucis non plus pour ce pays, qui a un potentiel industriel immense. Autre pays industriel prometteur dans ce bloc de l'Est, la Tchécoslovaquie et ses grands bassins charbonniers. Alors la Tchécoslovaquie, c'est une toute autre histoire. C'est un pays qui n'est pas exactement un pays ennemi. La Bohème a quand même été occupée par l'Allemagne. On va lui donner un surnom, ce pays, c'est le pays aux mains propres. Les Tchèques n'ont jamais aimé les Allemands. Et donc on va pas pouvoir les dénazifier. Oui, alors si je me souviens bien de la série privée sur les débris de l'Autriche-Hongrie, je dirais oui pour les Tchèques, mais c'est moins évident pour les Slovaques. En effet, les Soviétiques ne se sont pas d'ailleurs gênés pour faire exécuter le père Tiso, chef d'État de la Slovaquie pendant la guerre, dans un procès retentissant. Ce collaborateur, je vais vous dire, était cependant populaire dans son pays, son procès a été très mal perçu.
Quoi qu'il en soit, avec les Tchèques, il n'y a pas de conflit fondamental. Au fond, si les Russes s'intéressent tant à la Tchécoslovaquie, c'est parce que, main propre ou pas main propre, ils convoitent son formidable potentiel industriel. Or, entre Staline et l'industrie de Bohème qu'il convoite, il y a le président Edvard Beneš. Beneš est un homme de bonne volonté, à la diplomatie très ouverte vis-à-vis des deux blocs simultanément. Il s'entend bien avec tout le monde, avec l'Est, avec l'Ouest, avec les conservateurs, avec les progressistes. C'est un bon centriste, Beneš. Donc il devra être détruit. Il le sera. Dans un contexte de crise frumentaire, les relations avec les communistes se sont soudainement tendues vers 1948, c'est l'époque du plan Marshall. Alors j'explique vite fait ce que c'est que le plan Marshall, même si vous le savez peut-être déjà, mais il y en a certains qui croient qu'il s'agit d'une opération d'invasion conduite par un Marshall. Bon, en fait, le plan Marshall, c'est juste un système de prêts avantageux pour les pays en reconstruction après la guerre. Et Edvard Beneš, il aurait voulu accepter ce plan Marshall. Il aurait voulu, mais Staline lui a expliqué que le plan Marshall est une stratégie de soft power américain. Ce qui est vrai. C'est en quoi il n'a pas tort. Mais en politique, les avantages et les inconvénients coexistent. Le plan Marshall était, en plus d'être une arme de diplomatie américaine, c'est aussi une opportunité pour les pays les plus dynamiques de l'Europe de sortir de leur marasme d'après-guerre. C'est une arme de la diplomatie douce américaine, bien sûr, mais c'est une arme justement parce que l'Occident fait valoir sa grande qualité, qui est sa solidité incontestable sur le plan économique. Donc recevoir une proposition de participation au plan Marshall, c'est comme entendre quelqu'un qui te souffle à l'oreille « Tu sais, de l'autre côté du rideau, à l'ouest, ça se passe mieux. » Et il y a peut-être une raison. Bon, bref, Edvard Beneš aurait voulu accepter, Staline lui fait les gros yeux. Il fait donc contre mauvaise fortune bon cœur. Ces soviétiques sont un peu rustres, un peu têtus, mais bon, on les aime comme ça. En fait, la Tchécoslovaquie s'aperçoit peu à peu que le Parti communiste est moins un appareil de gouvernement qu'un occupant, qui n'en porte pas le nom. La Tchécoslovaquie est un des pays où l'industrie est la plus avancée, avec beaucoup d'ouvriers, mais tous ces ouvriers sont clairement déjà acquis aux communistes. Et ce sont ces ouvriers, avec leurs grèves et leurs manifestations, qui vont paralyser le gouvernement de Prague. Et finalement, en 1948, Klement Gottwald, le chef des communistes en Tchécoslovaquie, fait le coup de Prague. Les communistes s'emparent du gouvernement, Beneš est écarté, son ministre Masaryk également. Le premier meurt peu après d'un infarctus, le deuxième se suicide. Gottwald et ses ouvriers vont faire des merveilles. Leurs purges sont efficaces et leurs centres d'internement sont réputés pour arracher des aveux à peu près n'importe qui par des méthodes tout à fait novatrices. Passons maintenant à la Hongrie. On va lui donner aussi un surnom, le pays de l'anéantissement. La Hongrie a beaucoup souffert de la guerre, de l'occupation allemande, des assassinats et des pillages par les nazis, puis du saccage par les soviétiques, le terrible siège de Budapest. Les Juifs de Budapest, presque tous déportés, laissent les grands secteurs de l'économie sans direction. C'est un pays humilié. Il est de nouveau partagé alors que ses frontières sont trop étroites par rapport à la population hongroise. C'est un pays qui est perpétuellement touché par les injustices des grands partages. Il est toujours en situation d'humiliation, aussi bien après la Première Guerre mondiale qu'après la Seconde Guerre mondiale. C'est justement parce qu'il espérait combler ces humiliations qu'il s'est attaché à l'Allemagne pendant l'entre-deux-guerres. Le pays est achevé aussi par les réquisitions de l'armée rouge, ces réparations énormes qui lui sont demandées. Donc la Hongrie est presque morte. Matthias Rákosi va la réveiller par grandes claques en sonnant la réforme agraire qui va en fait achever de la plonger dans la misère. La réforme agraire, oui, c'est pas censé être quelque chose de plutôt positif, ça justement, la redistribution des terres de façon équitable. Je m'explique. Personnellement, je n'ai rien contre le principe d'une réforme agraire, et encore moins dans le cas hongrois. La Hongrie est le pays féodal par excellence. Elle a été gouvernée par un régent, l'amiral Horthy Miklós, qui par conservatisme et par anticommunisme n'a jamais daigné s'intéresser au sort misérable de sa paysannerie. Partout ailleurs en Europe de l'Est, il y eut des réformes agraires, partielles, notamment après la Première Guerre mondiale, mais pas en Hongrie. Là-bas, les grands seigneurs propriétaires existent encore. Et les paysans ont été entretenus dans un esprit un peu masochiste, où on leur disait en gros que la propriété c'est pas pour eux, parce que ça léserait les aristocrates évidemment. Et parce que penser à une réforme agraire, à l'époque,
eh bien ça passait pour être un discours communiste. En réalité, il existe une injustice sociale en Hongrie. Et là-dessus, les communistes n'avaient pas tort. Et en Pologne aussi, remarquez. On était dans des pays où la tradition du servage est bien ancienne. J'en ai parlé dans mon épisode sur Stolypine. Ce sont des pays très traditionnels. Et donc ce retard juridique qui existe en Hongrie, mais aussi en Pologne, c'est Rákosi qui va essayer de le rattraper, qui va s'atteler à la tâche de déféodaliser tout ça. Il fait d'abord une redoutable répression avec des emprisonnements par dizaines de milliers. Il force la réforme agraire de 1945, dont les paysans ne voulaient pas spécialement, à vrai dire, ils étaient suffisamment anticommunistes pour s'en méfier. Mais à vrai dire, le démantèlement de ce système féodal un peu archaïque était une réforme inévitable. Et cette réforme, on va dire, extérieurement, elle est plutôt positive puisqu'elle a permis de pourvoir 640 000 familles. Malheureusement, les conséquences sur les foyers hongrois ont été complètement néfastes. Les lopins distribués étaient beaucoup trop petits. Les féodaux allemands et hongrois, qu'on a dépossédés dans ce pays, ne pouvaient pas satisfaire les besoins de la paysannerie dans son entier. Et c'est vrai que les lopins étaient trop petits, la paysannerie a été envoyée sans qu'on lui demande son avis sur des terres nouvelles, et s'est mesurée à des difficultés de logement, d'hygiène, de rendement et de précarité considérables. Et pour de nombreuses années, les Hongrois ont vécu dans des cahutes misérables, habillés de loques. Rákosi Matthias leur achetait des récoltes pour une misère et les écrasait d'impôts indirects pour payer les innombrables fonctionnaires du parti. Les nouveaux petits propriétaires n'avaient guère leur mot à dire, ni pour la vente, ni pour la location des machines, ils devaient sans cesse se plier aux instructions du Parti communiste. Ainsi, la paysannerie a très mal vécu cette réforme agraire, et c'est dommage, parce que cette réforme agraire aurait pu fonctionner. Mais en fait, elle a plutôt accablé complètement le paysan moyen. Pour qu'elle marche, il aurait fallu d'abord trouver des techniques pour améliorer le rendement des parcelles, ce qui était en fait l'urgence absolue, rattraper ce retard technologique. Néanmoins, ces réformes agraires ont permis à l'avenir une plus grande égalité sociale dans la distribution de la propriété, rehaussant, sinon le niveau de vie, au moins peut-être l'honneur du paysan. Je précise que des réformes agraires, il y en a eu dans tous les autres pays du bloc communiste. Mais c'est vrai qu'en Hongrie, la réforme agraire prend une importance cruciale, étant donné ce contexte, comme je disais, de féodalité et donc de déféodalisation en fait, du pays. Mais ils font pas de collectivisation. Comment ça ? Normalement, les communistes, ils font une collectivisation des terres, abolition de la propriété, comme en Russie. Ah oui. Oui, c'est au programme dans la théorie. Mais Staline s'interdit d'en parler pour l'instant. Tout le monde sait en Europe de l'Est que la collectivisation a tourné à la famine en Ukraine, et pas qu'en Ukraine, et donc ça ferait le plus mauvais effet de crier à tout rompre qu'on va faire une collectivisation. Il est dans les tuyaux, ce projet, mais on va attendre, je sais pas, on va laisser passer 5-6 ans là, que les choses se tassent, que les relations avec les États-Unis soient un peu mieux comprises. On verra un peu plus tard dans la vidéo quand on va parler du cas de la Bulgarie. En fait, la Hongrie n'est pas au bout de ses peines. Anéantie par la guerre et par les saccages de l'armée rouge, par les réparations de guerre écrasantes qu'elle doit verser annuellement à l'Union soviétique, sa monnaie part en inflation magistrale, 150% d'augmentation de valeur par jour. Et à ce jour, le pengo, c'est le nom de la monnaie hongroise, le pengo de 1946 tient le record de l'hyperinflation la plus extrême. Donc les Hongrois vont garder un souvenir tout à fait terrible de cette période où tout allait mal au quotidien. Ça va aussi très mal sur le plan religieux. Rákosi Matthias veut montrer qu'il est en guerre contre la religion des Hongrois, c'est-à-dire le catholicisme, le calvinisme et le catholicisme surtout. Il expulse des milliers de religieux en 1950 pour attribuer leur couvent à l'État. Ces épurations et son culte de la personnalité, ces purges, la haine et la rancœur hongroise contre Rákosi et contre Staline sera proverbiale et la collectivisation plus tard ne fera que l'accentuer. Budapest sera la première ville à entrer en insurrection en 1956 au moment de la déstalinisation. Ça en dit long sur la souffrance des Hongrois. Rákosi, après avoir fait fusiller des milliers d'opposants, sera contraint de laisser le pouvoir aux autres et il demeure une des icônes les plus haïes du stalinisme européen. S'il fallait définir la Pologne, je dirais que c'est un royaume hargneux. C'est un royaume, encore, en tout cas c'est le pays dont le nationalisme est le plus exacerbé, du fait de sa gloire passée, de sa renaissance récente, de son prestige culturel incontestable.
Entourée de voisins voraces, la Pologne est soumise au jeu de leur rapport de force depuis toujours. Alors autrefois, on le mangeait tout cru. Je rappelle, la Pologne est un pays qui a été mangé tout cru pendant bien des partages, et pas seulement au 18e, également en 1939. Bon là, en 1945, ce qu'on fait, c'est qu'on le déplace, tout bonnement. On le déplace vers l'ouest. Et oui, la Biélorussie et la Galicie sont intégrées à l'Empire russe, enfin l'Union soviétique en fait, qui se charge de mater d'ailleurs les résistances ukrainiennes. C'est à cette époque-là aussi qu'on va trouver la résistance de l'UPA, avec notamment Stepan Bandera qui continue sa résistance, qui va durer quelques années. La Lituanie, elle, est confrontée à la russification, qui attend tous les pays baltes. Les populations polonaises n'ont plus leur place dans ces territoires et sont tous déportés vers la Pologne qu'on est en train de construire, donc qui est plus à l'ouest. Donc vous voyez que la démographie change, ici comme ailleurs. Les populations ont tendance à se séparer, comme l'eau et l'huile. Mais ce qui se passe à l'ouest, c'est encore plus bizarre, parce que les Allemands qui s'installaient autrefois en Pologne comme colons, depuis des lustres, ont été éjectés. Donc la Silésie se vide, la Prusse orientale se vide, la Poméranie se vide. La Pologne peut respirer. Une réforme agraire aura bien lieu, comme en Hongrie, je vous ai dit. Il faut assurer la disparition de toute trace de régime féodal. On a déféodalisé la Hongrie. Il y a un deuxième pays à déféodaliser, c'est aussi la Pologne. Et donc on le fait par une réforme agraire. Ok. Mais on voit bien qu'ici, cette réforme agraire, elle est un peu plus douce. En tout cas, un peu plus douce dans certains endroits, et notamment en Pologne de l'Ouest. Des Polonais, des familles polonaises s'installent sur des territoires vastes où les Allemands, qui étaient d'excellents organisateurs, ont laissé des infrastructures, des hangars pleins de machines, des parcelles plutôt bien entretenues. Et c'est Gomułka, le dirigeant communiste polonais, qui est chargé d'organiser cette colonisation qui prend des tours un peu nationalistes. C'est souvent le cas dans les pays slaves. Éjecter les grands propriétaires, faire des réformes agraires, c'est souvent éjecter des Allemands. Et donc, c'est agir en slave. Et en Pologne, c'est particulièrement vrai. Donc j'ai envie de dire, le nationalisme reste fort en Pologne, même à travers la politique socialiste. Il y est très fort, il y perdure, sous cette forme très indirecte de colonisation des espaces germaniques. Ce qui ne veut pas dire que toutes les formes de nationalisme hostiles au communisme ne sont pas persécutées d'ailleurs. Contrairement à d'autres pays un peu tiraillés qui avaient tendance à se jeter au bras de l'Allemagne pour pouvoir contrer d'autres formes d'impérialisme, la Pologne aspire à une profonde indépendance qui lui vient, j'ai envie de dire, de ses gènes, qui lui vient du fond des âges. On ne parle pas ici d'un nationalisme tout récent, tout neuf, comme celui de la Finlande ou des pays baltes, ou un peu bricolé comme la Tchécoslovaquie, ou pas fini, comme en Ukraine. Non, la Pologne, elle existe depuis 1000 ans. C'est justement pour cela que Staline et Beria ont ordonné le massacre de Katyn. Jusqu'à leur libération, les Polonais ne se laisseront jamais vraiment faire. Bon, c'est une résistance passive et sourde, mais qui sera assez bien symbolisée plus tard par des figures comme le pape Jean-Paul II. Bon, qui reste-t-il dans cette Europe de l'Est? On va peut-être passer un peu plus vite dans les pays qui restent. La Roumanie. Ce pays, on va le surnommer le bastion sûr des soviétiques. Ici, les communistes n'ont jamais eu vraiment d'adversaire à la hauteur. Leur chef, Georg Udej, fait lui aussi la réforme agraire, la collectivisation, tout le reste. Il récupère la Transylvanie, qui était précédemment occupée par la Hongrie, donc il retrouve une certaine cohérence, même si la Bessarabie lui est arrachée. Les Roumains retrouvent aussi leur unité ethnique. Eux aussi, il y avait des minorités germaniques, magyares aussi, qui existaient avant. Ces élites ont été complètement chassées ou remplacées par des élites soviétiques. Les Allemands de Roumanie sont écartés, dépossédés de leurs biens et emmenés dans des wagons à bestiaux, direction l'Union soviétique. Ils vont travailler à la reconstruction. On ne leur demande pas leur avis d'ailleurs, ni à eux, ni à leur famille, peu importe d'ailleurs leurs opinions politiques, fascistes ou pas fascistes, peu importe. Donc la Roumanie, enfin les Roumains toujours se portent plutôt bien puisqu'ils reconstituent une certaine santé nationale sous la tutelle soviétique. Elle possède du pétrole, mais ce pétrole roumain, il est accaparé non plus par les capitalistes allemands, mais maintenant par le capitalisme d'État soviétique. Un peu plus au sud, il y a un autre pays, la Bulgarie, c'est l'imitateur de Staline. Pourquoi? Qu'est-ce que la Bulgarie a imité? Eh bien, la collectivisation des terres. Tchervenkov a fini par se résoudre à l'affaire. En fait, je l'ai dit, cette collectivisation, elle a eu lieu là encore dans tous les pays communistes, enfin d'Europe de l'Est,
vers 1950, mais c'est en Bulgarie où elle a été la plus violente, et donc c'est pour ça que j'en profite pour en parler maintenant. Comme en Union soviétique. Mais du coup, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, non? Chasse au koulak, incompréhension face à la mentalité paysanne, révolte rurale, répression. Alors pour imiter, tout a été imité. Tout le cheptel est confisqué, là encore. Les paysans préfèrent tuer leurs bêtes plutôt que le livrer. Vous commencez à connaître la chanson. Cette collectivisation de 1950, cependant, elle va devoir s'arrêter devant les difficultés immenses. Il y a trop de résistance en Bulgarie et le parti n'a plus cette détermination idéologique peut-être comme avant. À la mort de Staline, seule une petite proportion des paysans bulgares, roumains, tchèques, entre 10 et 20%, sont vraiment entrés en régime de collectivisation. Et ce, malgré toutes les perfidies de la bureaucratie pour les y pousser. En Bulgarie, la proportion est plus grande, mais la confiance des paysans a été perdue pour longtemps. En revanche, l'honnêteté me pousse à vous dire qu'en Albanie, sous Enver Hoxha, la collectivisation a bien marché. Une politique intelligente de grands travaux d'irrigation et de redistribution a permis un véritable succès agricole dans ce pays. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur l'Albanie, c'est un pays plutôt isolé, mais son chef, Enver Hoxha, jouit d'une autorité sans partage, et c'est surtout le paradis des athées. Le paradis des athées parce que la religion y a été mise hors la loi. Enfin, je termine par le meilleur, la Yougoslavie du maréchal Tito. Nous allons le surnommer le pays socialiste fanatique. La Yougoslavie a mené une politique socialiste parfaite, et avant tout le monde. Nationalisation intégrale, grande terreur pour expulser et faire travailler ou mourir tous les Allemands de Slavonie, ou surtout les Tchétniks. Tu vois qui sont les Tchétniks ? Oui, les Tchétniks, les résistants serbes. Tu en as parlé dans l'épisode sur Tito, justement. En fait, Tito sort d'une véritable guerre civile contre les Tchétniks. Une guerre civile qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Exactement, et ça c'est très utile. Les communistes s'attribuent les terres des Tchétniks en question, qu'ils ont pu condamner suite à cette guerre civile. Et ces terres, eh bien, ils les redistribuent via une réforme agraire, puis une collectivisation. Et Tito est très en avance, et il va faire une planification quinquennale à l'ancienne, comme le Staline des années 30. Il s'agit, comme Staline autrefois, de faire travailler le pays pour le reconstruire totalement en 1 ou 2 ans. N'ayons pas peur des chiffres. À t'entendre, on a l'impression que Tito est le plus zélé et le plus stalinien de tous les staliniens. Mais bien sûr, mais c'est le cas, c'est un véritable imitateur de Staline, et tout ce qu'il fait, y compris son terrible plan quinquennal, va être généralisé et imité dans tous les autres pays communistes. Il a une grande influence auprès de tous les autres pays de l'Europe de l'Est qui sont ses interlocuteurs favoris. Par son zèle même, Tito devient une espèce de chef de file. Et en 1948, le temps finit par monter, avec Staline. Lui, Tito, qui a poussé à la création du Cominform, lui qui désirait l'aide et l'alliance soviétique, lui qui était l'élève modèle, le premier de la classe, il finit par ne plus supporter les administrateurs soviétiques suspicieux qu'on lui envoie comme des missi dominici en province. Il veut récupérer Trieste, Staline a dit non. Il veut aider les communistes grecs, Staline a dit non. Il veut se moucher pendant la réunion du Comintern, c'est tout juste si Staline ne lui permet pas. Bon, ça va 2 minutes. Il se fâche, c'est la brouille. Tito est exclu du Cominform et Staline lance la purge contre les titistes. Dans sa défense, Tito affirme être un socialiste orthodoxe et répond avec une grande rapidité par une purge symétrique dans son propre camp. Personne n'aurait misé sur Tito, mais à la surprise mondiale, c'est bien Tito qui va emporter ce bras de fer. Il a mis à nu les mécanismes d'accaparement du pouvoir par Moscou au sein de cette pseudo-communion des démocraties populaires. Il les met à nu, mais sans jamais les nommer clairement, puisqu'il s'exprime en clamant son orthodoxie, en utilisant le seul langage qu'il ait appris à parler, et donc il se met à accuser lui aussi Staline d'être un révisionniste, un agent de l'impérialisme, etc. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'étrange. Le parti se coupe en deux. Entre Staline et Tito, tout le monde est sommé de choisir. Et de choisir vite. Pour ou contre Tito. Fais ton choix le plus vite possible et dénonce ton hérésie chez toi, dans ton congrès, dans ton gouvernement, dans ton parti, dans ta famille. Car personne n'est autorisé à rester indécis. Et finalement, mis à part peut-être Gomulka, tous les dirigeants des partis communistes
qui tous étaient pourtant tentés par le nationalisme, par cette indépendance nationale, eh bien tous vont finir par se coucher et par vomir leurs anciens camarades. C'est vraiment une époque assez dégoûtante où les frères tuent les frères. En Albanie, par exemple, Enver Hoxha se débarrasse de son bras droit et ami, Kocsidze, parce que ce dernier avait des liens avec Tito. En Hongrie, Rákosi fait fusiller Laszlo Rajk, l'un des communistes les plus irréprochables, les plus impitoyables, qui était parmi ses collaborateurs. Dans les échelons inférieurs, les tortures et les procès se multiplient. En réalité, les plus grandes horreurs du totalitarisme d'après-guerre se trouvent ici. Environ 25% des effectifs communistes se voient éjectés du parti. Un président de la République de Hongrie, un maréchal de Pologne, un vice-président de la Bulgarie disparaissent de la circulation parce qu'ils n'ont pas clairement pris parti pour Staline contre Tito. Quant à Gomułka, en Pologne, avant son expulsion, il dira « Je ne sais pas pourquoi j'ai tort, mais puisque le parti pense que j'ai tort, je l'admets. » En Hongrie, on parle beaucoup du cas de Laszlo Rajk, qui est très éclairant. Si on parle tant du procès Laszlo Rajk, c'est parce que tout y était pitoyable. Et notamment le mea culpa de l'accusé, qui est quand même un ancien héros de l'Espagne. Maintenant, on le traite de mouchardeur, de saboteur. Et Laszlo Rajk avoue tout. Oui, Tito et moi, nous sommes étrangers au socialisme. Nous avons été en liaison avec des agents américains. C'est ça qu'il dit. Il confirme tous les mensonges qu'on disait sur lui. Et lorsqu'on lui demande ce qu'il aurait fait en cas de succès, il répond « Nous aurions fait des massacres avec la plus grande cruauté. » En fait, le procès de Laszlo Rajk, c'est le procès de Tito. Mais on ne peut pas juger Tito, qui est en sécurité en Yougoslavie, et donc on le juge lui. Et après lui, tomberont des centaines de milliers d'opposants hongrois tués, emprisonnés ou internés. En 1952, un autre procès retentissant apparaît, c'est celui de Slansky, qui aboutit à l'exécution de 14 personnes, dont 11 étaient juifs. Et l'année 52, qui précède la mort de Staline, montre l'antisémitisme croissant des hiérarques du parti communiste, qui est une conséquence de l'antisionisme récent de son chef Staline. Sous Staline, il y a eu 2 épisodes fameux de la guerre froide qui n'ont pas tellement débouché sur de grands changements. On va les aborder rapidement. La guerre de Corée. Alors oui, ça c'est le deuxième, mais d'abord il y a eu le blocus de Berlin de juin 1948. En effet, il existait un petit îlot occidental dans la mer soviétique, Berlin-Ouest. L'Ouest a décidé de créer une république allemande indépendante, la République fédérale. Staline n'est pas content, il décide d'imposer un blocus sur Berlin-Ouest pour se venger en quelque sorte des Occidentaux. Berlin-Ouest est une véritable enclave dans sa zone d'occupation. Donc voilà, un beau jour, plus personne ne rentre ni ne sort dans Berlin-Ouest. Et c'est le début d'une crise très longue qui va durer 1 an. Les Américains ne se laissent pas faire, ils ravitaillent Berlin-Ouest par le ciel. Ce pont aérien permet de sauver les habitants et même d'en faire une certaine vitrine de la résistance aux soviétiques. Mais je me demande un truc, pourquoi Staline n'a-t-il pas tout simplement fait tirer sur les avions de ravitaillement? C'est-à-dire que là, son blocus, il bloque au sol, mais pas en l'air. Non, mais il y a pensé. Mais on est en 48. Staline n'a pas la bombe nucléaire. Et ses adversaires, eux, l'ont. De plus, les Berlinois lui sont très opposés et ont l'air décidés à ne pas se laisser faire par la Russie. Ils se souviennent très bien des viols de l'armée rouge. Ils n'aspirent qu'à fuir l'autorité de Moscou. Ils sont prêts, semble-t-il, à affronter la faim. Cette résistance fait que le problème il dure très longtemps. Au bout d'1 an, de juin 1948 à mai 1949, Staline finit par laisser tomber l'affaire. Bon. Il n'a toujours pas la bombe. Il va la posséder seulement 2 semaines après avoir laissé tomber le blocus. Un essai a lieu au Kazakhstan. Mais bon, il n'y a pas de stock. Il n'aurait pas créé une guerre nucléaire pour ça, je pense. Le deuxième acte de la guerre froide, on va passer rapidement dessus, c'est la guerre de Corée. Staline a avalisé l'invasion de la Corée entière par Kim. Il s'y est impliqué, il a fourni des armes et des tanks, mais ça reste quand même une implication assez limitée. Il ne veut pas mobiliser l'armée rouge en Corée. En tout cas, il va s'investir beaucoup moins que la Chine dans ce domaine. On remarque que finalement, cette progression du marxisme à l'international aboutit à des divisions profondes, puisque l'Europe est coupée en 2.
séparés par un rideau de fer. La Corée est coupée en deux. Et finalement, c'est le monde qui est en train de se couper en deux. La guerre froide, c'est tout à fait saisissant de ce point de vue. On est face à une division de l'humanité dans son ensemble, malheureusement. Notons enfin, et ça fait peut-être un peu moins les affaires de Staline, une nouvelle puissance socialiste s'est élevée en Asie, c'est la Chine de Mao Zedong. Staline meurt donc en ayant conforté le monde soviétique. Il fait partie des grands de ce monde, il est l'égal de Churchill et de Roosevelt et de Truman. Mais il y a quelque chose qui n'a pas su empêcher, c'est le dédoublement du marxisme mondial entre deux centres rivaux. L'un à Pékin, l'autre à Moscou. Il en tire un certain nombrage. Le 1er mars 1953, au petit matin, Staline n'est toujours pas réveillé. Il ne sort pas de sa chambre. Ses amis et conseillers les plus proches sont terrorisés. Ils n'osent même pas s'approcher de peur de commettre une maladresse et d'y laisser leur tête. Ils attendent, mais Staline ne sort toujours pas. Khrouchtchev et quelques autres se décident à jeter un petit coup d'œil dans sa chambre pour voir ce qui se passe. Rassemblant tout leur courage, retirant leurs chaussures pour ne pas faire de bruit, marchant à pas feutrés, ils parviennent à s'introduire dans la chambre de Staline. Ils le trouvent inconscient, il croupissait dans son urine, après avoir eu une hémorragie cérébrale. La déstalinisation peut maintenant commencer. André Ousnine, Léon Trotsky, Willy Munzerberg, Laszlo Rajk, Arthur Landon, Rudolf Slansky, la liste des communistes en qui Staline voit des ennemis pendant et après les années de guerre ne semble pas connaître de fin. Il n'y a vraiment que lui pour croire que le parti ait pu à ce point se truffer d'agents du capitalisme. Sans attendre les effectifs de la Grande Terreur de 1937 et 1938, les purges d'après-guerre en Europe de l'Est sont tout à fait protocolaires, presque ennuyeuses. Pour condamner l'espion et traître Laszlo Rajk, démasqué par nos camarades hongrois. Je demande à ceux qui sont d'accord de lever la main. Sans aucune raison, des inspecteurs entrent dans votre domicile et feignent d'y trouver un journal ou un papier compromettant. Vous disparaissez pendant des semaines ou des années. On vous soumet à des tortures des plus exotiques. Une méthode incontournable est la privation de sommeil. Tous les quarts d'heure, à votre nom, vous devez répondre au rapport, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. On vous réveille ainsi de 30 à 40 fois par nuit. Puis vous êtes sommé de vous tenir debout et de marcher pieds nus sur une surface glacée jusqu'à ce que vos pieds soient tuméfiés. Ou bien vous devez vous tenir immobile, face à un mur pendant des heures, pendant des jours, jusqu'à ce que vous vous écrouliez et qu'on vous bastonne. Parfois, s'il s'agit de vous rendre utile, on vous ordonne de nettoyer d'immenses locaux pleins de poussière et d'échardes, sans brosse ni chiffon, seulement avec vos mains. Un autre supplice consiste à dormir en étant constamment exposé à une lumière électrique avec interdiction de détourner les yeux. Pour un détenu qui n'a pas dormi depuis 72 heures, signer un aveu ou une confession est avant tout l'espoir de gagner un peu de sommeil. On constate que les méthodes d'après-guerre sont somme toute moins meurtrières et plus insidieuses que celles d'avant-guerre. Les titistes ne sont pas seuls dans cette galère. Beaucoup de fascistes, de démocrates, de socialistes et de religieux subissent eux aussi cette effroyable volonté d'obtenir un aveu à tout prix. On manipule les témoignages de vos proches. Sur cette photographie, votre femme vous trompe. Sur telle autre, votre curé fait de l'exhibitionnisme. Tout cela afin de vous inciter à douter de ceux en qui vous avez mis votre confiance. Les interrogatoires interminables, voire celles sur d'hypothétiques contacts que vous avez eus avec des services secrets étrangers ou avec un autre détenu dont la culpabilité a été établie au préalable, après quelques heures, chez les esprits qui n'ont pas reçu de formation ou qui manquent tout simplement de solidité, on finit par laisser la place au doute, tandis que d'autres, épuisés par la soif ou écroulés de sommeil, demandent où est-ce qu'il faut signer. Je ne prétends pas que toutes ces choses procèdent immédiatement de la théorie socialiste. Je ne dis pas qu'il s'agit d'idées marxistes, dans la fraîcheur de leur abstraction, sorties toutes crues des presses. Il y a beaucoup de naïveté dans cette violence. Les agents du parti, eux, à titre individuel, savent à peu près ce qu'on leur fait faire. Mais le parti communiste, pris comme un ensemble, avec Staline à sa tête, Beria comme donneur d'ordre, avec la routine langagière et la tyrannie quotidienne, le parti se comporte comme s'il croyait de bonne foi tout ce qu'il extorque par ses moyens.
Et si la doctrine devait se trouver quelque part au milieu de tout ça, elle se trouve dans cette perpétuelle naïveté. Solzhenitsyn disait « Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, et pourtant ils persistent à mentir. » Ces hommes ont fait un pari, ils ont joué leur billet sur ces fables, et ils s'y accrocheront tant qu'il reste une chance pour récupérer au moins la mise. Et pourquoi ces mensonges ne seraient-ils pas vrais? Après tout, si Dieu n'existe pas, si c'est la dialectique hegélienne qui définit l'avancée de l'homme vers la vérité, eh bien n'est-ce pas l'homme qui fait ce qui est vrai et ce qui est faux? Toutes les poutres de l'édifice se tiennent les unes aux autres pour faire ce grand enchevêtrement de contre-vérités toutes plus absurdes les unes que les autres. Mais que se passerait-il si on en retirait une? Même gorgé de mensonges et de fables jusqu'à la moelle, le régime stalinien, contre toute attente, n'en incarne pas moins la patrie glorieuse. Staline a montré pendant cette guerre les grandes failles de sa diplomatie et l'imprudence de ses épurations militaires. Mais il a aussi montré une capacité extraordinaire à presser son peuple comme un citron pour lui faire donner toute l'énergie vitale nécessaire. La lutte fut ardue, mais les Allemands furent repoussés. L'ennemi fut écrasé sous sa cavalerie. Le monde fut débarrassé d'un grand poids. Quant à Staline, il entrera à jamais dans l'histoire russe. Ceux qui voulaient l'effacer, qui espéraient en faire une simple aberration théorique, devront désormais fermer leur clapet. Il a écrit l'histoire, avec ses soldats d'élite, à Stalingrad, avec ses chars, à Koursk. Cela était à prévoir. Si l'on veut faire du déterminisme, on est tenté de dire que l'opération Barbarossa était perdue d'avance. Les Allemands sont partis sapés comme des officiers de la garde, mais ils avaient oublié leur cartouchière. Ils allaient manquer de tout, de ressources énergétiques. Hitler court après un pétrole qui nous paraît bien loin, logistique, puisque ses voies de ravitaillement sont aisément sabotables, technologique, à en juger par la maniabilité de ses chars. Il doit se coltiner la boue après la fonte des neiges, et encore la boue après les pluies d'automne. Manteaux et rations sont en rupture de stock. Hitler s'est littéralement embourbé. Même sa stratégie, qui faisait son orgueil, n'est pas très avancée comparée à l'art opératif russe. Il faut dire surtout que le Führer est handicapé par sa propre idéologie. Staline et Hitler se battaient, et d'une certaine façon, tous deux voulaient conquérir le monde. Mais il y a la manière de s'y prendre. Les fascistes sont terrorisés par la mort, ou plus précisément, par l'insignifiance qui vient après la mort. Et donc ils veulent tout avoir avant de mourir. Tandis que les communistes, eux, ne sont déjà plus des hommes pressés. Lénine est déjà venu, la révolution est faite, il n'y a qu'à faire tache d'huile, et attendre que l'histoire nous donne les palmes que Marx nous a promis. Sur ce chapitre, il est clair que Staline est un esprit plus prudent et plus subtil que son adversaire. Il pense, de temps en temps, à boutonner son veston et attendre patiemment que la proie ne sorte du terrier. Les bonnes dominations sont les plus silencieuses, et les belles tyrannies broient la conscience avant qu'elle n'ait le temps de crier. La seule personne qui terrassera le monstre, c'est celle qui, au moment opportun, saura être pire que lui. Ainsi était l'étoffe du camarade Joseph Vissarionovitch Staline.